18h46, on a une minute de retard, notre invité arrive. On reçoit un certain Mathieu Lanvin qui vient de faire un haut fait il n'y a pas longtemps, 15 jours. Et il va nous en parler. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec un certain Mathieu Lanvin. Sans plus tarder, on va remettre l'As d'or expert. Exactement. Et pour remettre cet As d'or, j'appelle sur scène Timothée Leroy. Et quelqu'un d'autre. Alors, comme ça, on oublie les noms. Qui vient avec... Allez, Mathieu Lanvin, c'est mon copain Mathieu Lanvin. Allez, d'accord. Mathieu. Trop d'émotions bizarres en 30 Ah, ça fait bien. Mathieu, puisque nous sommes ici pour remettre l'As d'or expert, il est question en fait de palmarès situé. Tout à fait. Alors, on nous a dit, en cette fin de période pandémique, les gars, si vous pouviez faire court et efficace, ce serait mieux. Du coup, si ça te dit, parlons un peu de l'As d'or. Nul besoin d'être un détective pour savoir qu'avoir la reconnaissance de ses pairs et des experts, c'est le top. Je crois que ça booste bien les ventes. Et les gens, ils achètent ton jeu, tu dois relancer des productions, etc., etc. Forming Mars. Et en plus, si tu gagnes, tu fais direct ta réserve à Cannes l'année prochaine. Bon, je crois qu'on en a trop fait. On va passer à l'As. Voici donc... Oh, j'ai pas fini. Voici donc les 3 nommés pour l'As d'or expert. Un brelan, quoi. Vas-y, chef, je te laisse faire. Et le gagnant de la catégorie l'As d'or expert est... Je fais quand même. Okay. Dune Imperium. J'ai invité un jeu. J'ai invité qu'un jeu. Et du coup, tu sors du jeu ou pas? Et d'une. Vous sortez et de deux. Merci pour ça, Maggie. Voilà. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un autre que Blandine à côté de moi sur le plan. Parce qu'à force de faire, vu qu'on en a fait, on en est quand même à notre 11e vidéo comme ça, bon, on a l'habitude d'être comme ça. Et là, on a quelqu'un d'autre. C'est bien de casser ses habitudes. Comment ça va? Mathieu, faut pas, je t'ai dit, Mais ça va très bien. Adrien. C'est bizarre, hein? C'est comme ça qu'il faut t'appeler ici. Oui, c'est comme ça. Et on a dit qu'on n'était pas censé dire que... Parce que bien sûr, si tu es là, c'est parce que tu as vu nos vidéos, tu as dit Pro Meeple, elle est trop géniale, donc je suis obligé de venir sur oui, leur... alors, c'est exactement pour ça que je suis venu. Merci Mathieu Lanvin. Et du coup, c'était quand même cool ce que tu as fait là. C'était quoi? C'était le festival. Du coup, là, on vous en parle tout le temps, l'As d'or. Tu as eu l'honneur de remettre le prix là. Ouais, bah en fait... Donc l'As d'or, c'est le titre le plus prestigieux des jeux de société en France. C'est un prix qui prend de plus en plus d'ampleur en termes de reconnaissance, déjà légitimité auprès du public, et même en termes de rayonnement à l'international, et donc aussi en termes de chiffre de vente. Il y a 10 ans, gagner un As d'or, c'était cool, mais ça n'a pas le même impact économique que ça peut l'avoir maintenant. Ah ouais, il y a une vraie différence aujourd'hui. Ouais. Bah, un jeu comme Unlock, qui l'a eu en 2017, a fait aussi beaucoup de bien à ce label-là, parce qu'en fait, ils peuvent le mettre sur toutes les boîtes, comme le concept de base est le même. Les scénarios sont différents, mais l'idée de base est la même. Tous les Unlock, tu vas avoir le logo dessus. Donc en fait, quelque part dans l'esprit des joueurs et en boutique, ce logo apparaît souvent sur les jeux les plus vendus. Donc, Mais cette année, par exemple, le Seven Wonders, tu penses vraiment que ça joue? Parce que c'est quand même un truc qui, de toute façon, ça serait vendu à fond, même s'il n'avait pas eu le marqueur. Il va se vendre. Il va se vendre encore plus. Mais il se vendrait encore plus quand même. C'est un prix. Donc tu le mets. Enfin, je pense qu'Asmodée va le mettre. Je ne sais pas encore. En plus, par rapport au Spiel des Jahres, le Spiel des Jahres, il y a des royalties à payer à l'institution Spiel des Jahres. Ah ouais? L'As d'or ne fait pas encore ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, tu peux poser le logo de l'As d'or, tu n'as rien à payer en plus pour l'utiliser. Le Spiel, il faut le payer. C'est pour ça que sur les Aventuriers du Rail, qui a gagné le Spiel des Jahres, vous ne verrez pas le logo Spiel des Jahres, parce que le jeu roule tout seul. Il glisse sur les rails tout seul. Mais c'est vraiment le jeu n'en a plus besoin. Et du coup, pourquoi aller payer X 1000 € par an pour un truc dont on n'a plus besoin? Ok.
Et donc du J'ai coup, vachement digressé. Donc d'une. du coup, Qu'est-ce que du je coup, foutais toi, sur la scène t'as misé ça, donc le expert, donc c'est quand Ouais. même, tu me l'as dit toi-même en tes termes, au fait quand même, Bah oui, c'est quand même kiffant de monter sur la. Putain de haut fait. Voilà. et Puis de du faire coup, des blagues devant tout le parterre des pros du monde du jeu, c'était un vrai régal. Enfin, moi j'adore ça, faire des jeux de mots. Puis, non, sans Si, si, je déconner, te jure. sans déconner. Et donc du C'était coup, d'ailleurs, j'espère que vous avez, je suis sûr que vous les avez pas tous vus les jeux de mots. Il y en a qui sont indécernables à la première écoute. Mais moi, je vais te poser la première question avant qu'on parle de toi, tout ça. Hein, forcément, c'est juste pour l'intro. T'en as pensé quoi Dune Imperium, le jeu que tu as moi j'en ai pensé le plus grand bien. Non, en fait, ce qui est rigolo, en fait, moi j'ai pas joué. Je connaissais la réponse. Voilà. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont demandé aux vainqueurs des précédents Asdor 2020 de venir remettre les prix de 2021 pour 2022. Et ils nous ont demandé à nous, Blue Orange, dont le spectre éditorial, la ligne éditoriale, ça va de enfant à initié, de remettre les Asdor experts. Donc c'était déjà une blague Ce qui en était soi. plutôt bien joué de leur part. On a hésité à faire une blague en mode c'est Blue Orange qui a présenté les jeux, mais bon, l'idée c'était quand même de mettre en avant les Asdor, les Asdor experts. Donc effectivement, le petit pitch c'était pour, on a casé tout le palmarès des Asdor experts qu'il y a eu depuis la création des Asdor experts. Et alors moi les trois, on me les avait annoncés à les gens, parce que j'ai des amis joueurs, vous, les recettes ludiques aussi. Il y a le trio des trois sortait souvent, parce que le trio des deux ça n'existe pas déjà. Et donc les trois nommés ça sortait très régulièrement et souvent les gens disaient quand même Dune Imperium à ma petite faveur quand même. Donc j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je voulais y jouer hier pour avoir l'air moins con aujourd'hui. Mais au moins tu me l'as expliqué. On aurait pu un petit peu y jouer, on aurait pu trouver l'occasion, mais aujourd'hui t'as pas trop le temps, hier t'avais pas trop le temps parce que Mathieu Lanvin est ici parce qu'il est pour jouer compagnie à Épinal. Et t'as pas eu le temps d'y jouer du coup aujourd'hui non plus. Non, parce que c'est pas des formats que tu joues sur salon. Je pense que tu plombes un peu la moitié de ta demi-journée. Je pense qu'il faut se poser. Ça va encore. Je pense qu'il est relativement. C'est moins de 2 heures quand même. Hein. C'est moins de 2 heures. Tu tapes sur une grosse heure et demie, je dirais, après la partie. Donc j'ai pas eu l'occasion, mais je compte bien y jouer. Mais donc, en tout cas, Dune. Donc voilà, c'est cool, tu l'as présenté. Par contre, c'est pas toi, c'est pas vous, c'est pas ta boîte d'édition. Non. Et donc toi, tu viens d'en parler. T'es Blue Orange. Ouais. T'es qui, Mathieu Lanvin? Je suis responsable éditorial Blue Orange. C'est un peu plus de 6 ans que je bosse chez Blue Orange. Les bureaux sont à Pont-à-Mousson, donc c'est dans le Grand Est pour ceux qui géolocalisent à peu près entre Metz et Nancy, en gros à mi-chemin. On a un éditeur de jeux de société, comme je disais tout à l'heure, plutôt orienté enfants, famille, jusqu'à initiés. On n'a pas vocation justement à faire des jeux experts. Il y a plein d'éditeurs qui font ça très bien et mieux que nous. Et même l'initié étant faible, mais vous en faites peu. C'est léger. Ça reste on va pas faire, votre... on table sur 2-3 par an max, sachant qu'on sort maximum 12 jeux par an maintenant. Ah, 2-3 par an max quand même sur les 12. Pour les casuals. Par an pour les familles. Et pour les familles, on en fait plus. Ah, Toi, t'es J'ai surpris. un nouveau truc. Ok, celle-là, c'est bon, elle est enregistrée, elle ressortira. Et du coup, je disais quoi? Line-up, blablabla. 2-3 lycées par an, voilà. On bosse pas mal à l'international, c'est-à-dire qu'on est dans plus de 57 pays. Alors quand je dis nos jeux sont distribués dans plus de 57 pays dans le monde, on aime bien être partout dans le monde. Et donc moi, mon boulot, c'est... je suis pas chef de projet. Dans le milieu de l'édition, il y a des chefs de projet. Un chef de projet, on lui confie un projet. Donc un prototype signé par un auteur de jeu, et il va être en contact avec l'auteur, il va aller choisir un illustrateur, il va être en contact avec l'usine, il va faire tout le développement du jeu, rédaction des règles, montage des boîtes, etc. Moi, je suis plutôt en supervision de toute l'équipe des chefs de projet. C'est plus un rôle presque de directeur de collection, on pourrait dire. C'est le moment où le gars il se la raconte un peu. Je ne suis pas leur chef hiérarchique parce qu'on est dans 2 boîtes, mais c'est un peu compliqué à expliquer juste comme ça. Mais effectivement, moi, je supervise de la sélection des jeux à leur arrivée sur le marché pour m'assurer que ça va dans la direction qu'on veut en termes d'image de marque, de marketing. Est-ce que ça correspond à notre cible? Est-ce que ce produit-là, on veut le défendre sur telle gamme de prix, sur tel format? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Donc, c'est plus une vision d'ensemble. Mais du coup, c'est pas vraiment un boulot qui a une vocation de démarchage commercial, marketing. En fait, c'est plus finalement superviser ce qui se fait et valider ce qui va se faire, quoi. Ouais. En gros. Et en fait, je suis en gros, le service éditorial chez Blue Orange, c'est un peu la plaque tournante du jeu, dans le sens où on est un service ressource pour tous les autres services.
C'est-à-dire que le service communication qui va défendre les jeux à la sortie va nous solliciter pour s'assurer de bien maîtriser les règles du jeu. C'est des gens qui vont présenter le jeu à des reviewers, au public final, etc. Donc moi, il faut que je m'assure qu'ils aient bien compris le jeu et qu'ils aient les bons éléments de langage. Donc je co-construis avec eux tous les éléments de langage pour leur dire ce jeu-là, il est bien parce que ça, il ressemble à ça, à tel ou tel jeu, mais c'est différent parce que ça. Parce qu'on est sur un marché très concurrentiel. Il y a plus de 1000 jeux qui sortent par an, c'est la chasse à la nouveauté permanente. On en a parlé, il y en a beaucoup trop. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on réduit la voilure aussi. On est en référence aussi pour le service des commerciaux. Parce que là, les commerciaux, ils vont aussi avoir à défendre les jeux, mais auprès d'un autre public. Ça va être les distributeurs, justement, dans tous les pays, vu qu'on bosse beaucoup à l'international. Donc, c'est s'assurer que le commercial, qui n'est pas forcément comme moi, un fondu de jeu, mais en fait, ait bien compris les règles et tous les éléments de mise en avant du produit, et puisse répondre souvent à un distributeur qui est passionné, il va avoir des objections. Genre, ouais, mais c'est tel jeu. S'il n'y a pas un travail qui a été fait en amont pour se dire, ça ressemble à tel jeu, mais c'est différent parce qu'il y a cette sensation-là qui est différente ou cette mécanique-là, elle est différenciante, tu peux passer à côté des ventes. Je parle beaucoup et très vite. Si tu parles pas, ça fait chier pour voilà. C'est chiant pour l'interview en même temps. Mais donc voilà, en gros, c'est le service référence jeu. Responsable éditorial, c'est ça, et des jeux qui soient sortis les années précédentes, cette année, on bosse sur le développement des jeux de l'année prochaine et on commence à choisir les jeux pour l'année 2024. Parce que le temps de l'édition est long. Entre le moment où on décide de signer un jeu et le moment où il sort, il peut s'écouler 2 ans en moyenne. Oui, c'est ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne chez tous les éditeurs, ça, à peu près. Après, on parle de moyenne. Ça dépend. Oui, grosso modo. Il y a des jeux qui peuvent sortir en 1 an et demi, mais l'air de rien, si tu veux donner toutes ces chances au jeu en termes de distribution, de développement, que ce soit des règles ou de la direction artistique, si tu précipites les choses, c'est un peu dangereux. Et ça peut arriver que ça se passe bien quand même. Oui. Après, ça peut dépendre aussi du degré de finition du jeu de base. Il y a des jeux qui arrivent où on se dit qu'il n'y a quasiment rien à retoucher au niveau des règles. Il y a des jeux où on signe, on se dit bon, il y a un gros potentiel, mais il faut revoir l'équilibrage des cartes pouvoir. Il y a cet aspect-là qui ne va pas du tout. Ce type de matériau-là, il faut vraiment qu'on trouve la bonne solution, sinon ça va flinguer l'expérience de jeu. Donc il y a quand même beaucoup de choses à penser, auxquelles le joueur lambda ne pense pas forcément, il ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a. Surtout qu'avec 1000 jeux qui sortent par an, s'il y a un petit détail qui ne va pas et que tout le monde voit direct, ça peut plomber le jeu dès sa sortie. Ouais. Et un jeu qui est plombé dès sa sortie, il est mort-né. Dans 3 mois, vous n'en entendez plus parler. Donc tu as bossé 2 ans pour rien. Cool. C'est pas cool. Et donc du coup, plutôt qu'avant de parler des jeux, parce que je laisserai un petit peu Blandine parler des jeux, parce qu'étant donné que ton cœur de cible, c'est quand même effectivement un jeu enfant-famille quand même, le plus gros de Blue Orange. Donc vous en parlerez avec une maman. T'en as quand même, tu l'as déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, mais moi je commence un petit peu à savoir, parce que je commence un petit peu à... Je suis passionné de jeux, donc maintenant je commence à me passionner un peu de savoir comment ça marche autour. Mais si tu pouvais résumer en espèce d'une ou deux phrases en mode pour les nuls, tu sais, un petit bouquin pour les nuls. Ouais. Parce qu'on dit, il y a l'éditeur, il y a le distributeur, il y a celui qui localise, il y a... tu as parlé d'Asmodée tout à l'heure. Ouais. C'est pareil, ils sont éditeurs et distributeurs. Ils ne sont pas éditeurs Asmodée. Pour eux, ils ne sont pas éditeurs, ils sont que distributeurs, mais ils ont des éditeurs chez eux qui sont des éditeurs et distributeurs aussi. C'est quand même un peu un bordel. Peut-être pas pour toi, mais pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, c'est quand même super flou et confus. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Ouais. Est-ce que tu pourrais, en 2 ou 3 phrases, résumer ça pour les nuls, qui arrivent à faire la différence entre la boîte d'édition, le distributeur, etc. Ça marche. En gros, c'est un peu le circuit de vie d'un jeu. Le jeu que vous allez trouver dans une boutique. La boutique, en fait, vous le vend, elle-même, elle l'a acheté à un distributeur. Derrière le mot distributeur, on pourrait parler de grossiste si ça vous parle un peu plus. L'idée, c'est que c'est une entreprise qui va acheter des jeux à un éditeur et qui va et ses clients, c'est les boutiques. Donc, le distributeur, ses clients, c'est les boutiques. Les clients des boutiques, c'est vous, c'est les joueurs, c'est nous. L'éditeur, il vend ses jeux à ce fameux distributeur. Donc, et il peut avoir des distributeurs dans plein de pays. Je vous dis, les jeux Blue Orange sont dans 57 pays. On peut avoir un distributeur par pays ou plusieurs distributeurs par pays en fonction des jeux. Donc l'éditeur vend son jeu à un distributeur, le distributeur vend son jeu à une boutique, la boutique vend son jeu aux joueurs. Et du coup, l'intérêt, parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont distributeurs aussi maintenant en même temps, ce qui est votre cas aussi,
maintenant, Blue Orange. Oui, Voilà. Mais quel va être vraiment l'intérêt d'avoir une partie exprès pour ça, plutôt que je me concentre uniquement sur l'édition et puis après, je ne m'occupe pas de la distrie. bah, il y a deux intérêts. Bah, déjà, tu n'as pas les mêmes clients. Donc, c'est pas la même façon de travailler tes produits aussi. Et du coup, de les défendre. Si tu t'auto-distribues, techniquement, tu fais sauter un intermédiaire. Donc, tu as quand même plus de charges fixes parce que ben, tes clients deviennent les boutiques. Donc, tu dois avoir un système logistique qui tient le coup. Donc, faut avoir les préparateurs de commandes. Parce que Mais en termes de marge, c'est plus en rentable. termes de marge, si tu c'est comme partout, hein, si tu bosses efficacement, que tes Bien jeux sûr. sont bons et que voilà, c'est un peu plus intéressant. Et donc ça, c'est le côté Financier. un peu financier, mais l'air de rien, tu as le côté aussi image de marque et défense des produits. C'est-à-dire que si tu es éditeur, tu bosses avec un distributeur qui n'est pas toi. Ce distributeur-là, dans son catalogue, il a plusieurs éditeurs. Donc, tu as moins d'emprise sur comment il va défendre tes jeux à toi par rapport aux autres jeux. Et chez des distributeurs qui commencent à avoir beaucoup d'éditeurs, ben, quelle va être la place de comment tes produits vont être défendus sur les salons ou en boutique quand ils se retrouvent au milieu de beaucoup d'autres éditeurs. Mais du coup, est-ce que c'est intéressant pour un éditeur de bosser, je pense, pour un gros mastodonte comme Asmodée, par exemple, qui a quand même, je ne sais pas combien il a d'éditeurs, mais avec lesquels il bosse. C'est même pas qu'il bosse, c'est qu'en fait, c'est des éditeurs qui font partie maintenant de Ouais, l'entité des Asmodée. studios qui sont directement rattachés, qui ont été rachetés par Asmodée. C'est ça. C'est des stratégies éditoriales et ça dépend ce que tu veux faire en fait. Parce que Double Orange, vous avez envie de rester indépendant pour le coup. nous, on est très content d'être indépendant et ça se passe très bien. On a créé notre identité, on a créé un peu notre culture d'entreprise, ce qu'on veut faire, les valeurs qu'on a. On n'a pas vocation à court terme. Après, moi, je suis pas dans les associés, mais même à moyen terme, l'objectif, c'est pas de se faire ravaler par un gros, quoi. C'est de se dire, on fait notre bonhomme de chemin, on continue de monter et ça se passe bien. Cumulé sur les 3 Blue Orange, on est quand même plus maintenant la structure de distribution qui s'appelle Tribio. On est quand même une 60aine de salariés au total dans le monde. C'est déjà une puissance de frappe intéressante. Pour revenir à ta question sur quel est l'intérêt d'un éditeur, par exemple, de bosser avec tel ou tel distributeur, ben en fait, ça dépend ce qu'il veut. Si je prends un peu différents exemples de distributeurs qu'il y a en France, ben, ils n'ont pas les mêmes réputations, ils ne travaillent pas forcément de la même façon. Asmodée, ils ont une puissance de frappe de malade. C'est-à-dire qu'ils sont un plan, ils ont des antennes dans tous les pays, ils ont Asmodée Group. Donc si Asmodée te dit je veux distribuer tes jeux, tu as quand même une chance de dire qu'ils croient beaucoup en ton produit et qu'ils se retrouvent quand même très vite en gros volume un peu partout. Mais peut-être dans le relationnel, tu vois, avec un truc plus gros. Par définition, c'est un gros truc. Donc voilà, c'est un gros truc, donc tu as moins de marge de manœuvre. Ils disent c'est comme ça, et puis tu as peut-être. Je ne sais pas comment ils bossent exactement, mais comme c'est une grosse structure, je pense que tu as moins de levier de manœuvre. Tu as des distributeurs comme BlackRock qui ont une réputation d'être très présents sur le terrain. Les commerciaux vont beaucoup rendre visite. C'est ce qu'on fait aussi avec Tribio d'ailleurs, aller beaucoup voir directement les boutiques parce qu'on apprécie vraiment le côté relation humaine, le partenariat, etc. BlackRock a une réputation un peu des valeurs familiales, des gens sympas, etc. C'est une grande famille. Tu sais que tu vas faire des séminaires. Et tu penses pas que ça va se perdre, tout ça? Franchement, ça se maintient bien. Pour l'instant, à l'heure actuelle, ça se maintient bien. Il y a vraiment... dans le milieu du jeu de société, c'est en croissance assez permanente depuis quelques années. Il y a à manger pour tout le monde. Donc pour l'instant, tout va bien. Même s'il y a beaucoup de jeux qui sortent, globalement, c'est assez vertueux, tout va vers le haut. Ça se trouve, d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus à manger pour tout le monde et le côté un peu des fois sympa, bisounours du milieu du jeu va peut-être en prendre un coup. Mais pour l'instant, en fait, tous les concurrents, en fait on dit concurrents, mais on se connaît tous, on a tous intérêt que les jeux performent parce que quelqu'un qui va kiffer un jeu chez toi, il va potentiellement vouloir acheter un jeu de quelqu'un d'autre. Donc t'as tout. Nous, on est premiers à se réjouir quand un jeu cartonne et que tout le monde en parle ou qu'il y en a qui passe sur le JT de 20h, même si c'est pas le nôtre. Ouais, c'est ça fait parler du jeu. Aux jeux de société plutôt qu'à vous. C'est ça. Et ça, le côté niche qui. On en disait tout à l'heure qu'il y a quand même de plus en plus de jeux, il y en a trop même, c'est un peu nimp. Est-ce que ce côté-là où le jeu de société est en train d'essayer de prendre une ampleur un peu plus importante, ça va pas casser ce truc un peu famille, tout le monde est copains et tout va bien?
C'est une anticipation, je te demande ce que parce que toi, tu l'imagines pas forcément venir comme ça. T'as pas trop de crainte Il y, par a rapport à ça. il y a beaucoup de valeurs humaines dans le milieu du jeu de société. Bah, déjà, on vend des bons moments, on est très autour du partage, on se pose autour d'une table. Bah, là, je te dis, j'étais à Jeux et compagnie, j'ai passé la moitié du temps à jouer, j'ai passé l'autre moitié du temps à dire bonjour, à faire de la bise et taper le bout de gras avec des auteurs de jeux, des bénévoles, des autres éditeurs de jeux. Il y a vraiment un côté, le milieu du jeu Et est sympa, t'as plaisir ça, à revoir les gens. Ça, pour toi, ça va pas changer de sitôt, quoi. C'est quand même trop. Peut-être à moyen long terme. À court terme, il n'y a, À court terme, non. y a pas de raison. Tu prends chez Blue Orange Timothée et Jalal, ils ont commencé tout petit. Ils ont commencé avec 500 balles. Hein. Ah ouais. Ils ont commencé avec 500 balles. Maintenant, ils font. On fait Blue Orange, c'est 5 à 6 millions de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de cheville qui enfle ou quoi. C'est un plaisir de bosser aussi avec eux parce qu'il y a ce côté, ils ont ce côté rassurant, ils savent d'où ils viennent. Et il y a des valeurs humaines qui sont très fortes. Donc, est-ce que ça se perdra peut-être un peu? Ça va beaucoup dépendre de chez quels éditeurs. Parce que ce que je vous dis pour Blue Orange, moi, c'est aussi pour ça que j'aime y bosser. Mais c'est pas forcément le cas chez d'autres éditeurs. Je vais pas faire de name dropping, mais c'est pas partout pareil. De name dropping, c'est citer des noms un peu comme ça. Ah, name, parce que name, moi j'étais sur les names j'ai à pas- bouffer un petit peu J'ai une de mèche vos de jeux. travers et tu m'as rien dit, quoi. Parce que, non, j'ai trouvé ça cool que t'aies l'air con. Toi, comment t'en es venu au jeu de société? Toi, et comment t'en es venu chez Blue Orange, toi? À la base, t'es qui? Comment t'aimais le jeu de société et comment t'es arrivé avec Blue Orange? Et après ça, je laisse la place à Blandine. Alors, à la base, c'est mon grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Donc, c'était il y a un petit paquet de tomes. En gros, j'avais la vingtaine. J'étais étudiant à la fac. J'avais vite fait jouer aux cartes Magic. Donc il y a 15 ans, Más o menos. Ouais, c'est ça. Et mon frère, donc largement aîné, à son anniversaire, demande Les Aventuriers du Rail. Un jeu de société, Les Aventuriers du Rail Europe. Et on peut tous regarder avec le cliché que je combats maintenant, c'est il a 28 ans et à son anniversaire, il veut un jeu de société. Ok, soit, on ne juge pas, mais on dit, bon, où est-ce que je vais trouver ça? Et je vais à la caverne du Gobelin à Metz à l'époque parce que j'ai acheté mes cartes Magic avant. Et je demande, et oui, bien sûr, on l'a, il est très bien. On lui offre, on enchaîne 3-4 parties, il se plante sur les règles, mais j'adore quand même. À la base, je suis géographe de formation, moi c'est pour ça que je suis arrivé à Épinal d'ailleurs, avec Kéké, un maître de stage. Donc t'as trouvé les trucs, oui, on se connaît depuis 15 ans, c'est pas à cause des jeux. Quoi. Voilà. Non, t'es pas là parce que Pro Impel est en train d'exploser. Merde. Exploser? Il y a un truc qui va exploser? Non. Du coup, je joue, j'adore, il y a une carte, il y a du matos, c'est ma découverte du jeu de société contemporain. Puis après, je retourne dans cette boutique, je vois qu'il y a d'autres choses, on me conseille. Dans un premier temps, j'ai beaucoup fonctionné au conseil des boutiques. Puis, elle commence à faire jouer les potes, etc. J'arrive à Épinal, je dois avoir peut-être 20-30 jeux à tout casser. J'obtiens un boulot à la sortie de mes études, et là, je me dis, bon, j'ai des jeux, j'aimerais bien connaître un peu des gens jouer. Je découvre une association qui s'appelle Place au jeu, qui fait une soirée jeu tous les mois à Épinal, et je crois qu'ils le font encore. On est encore Oui. longtemps après, mais ils le font encore. Et je rencontre plein de super personnes à qui j'ai refait la bise tout à l'heure, on a rediscuté, parce que le bon vieux temps. Et voilà, de fil en aiguille, je rentre dans cette association-là. Le projet du festival Jeux et compagnie se crée. J'ai l'occasion d'aller à mon premier SN avec l'association parce qu'ils ont l'habitude d'y aller pour acheter un certain nombre de jeux pour l'asso. Et donc petit à petit, en fait, c'est le réseau, le monde du jeu est assez petit, donc tu fais quand même vite plein de connexions. Au bout de 2-3 ans, on me dit pourquoi tu ne crées pas des jeux? Je dis c'est pas si simple. Puis en fait, du coup, j'ai cogité et j'ai commencé à créer des jeux. Donc créer des prototypes, faire la démarche de s'inscrire à des concours de création. J'ai eu la chance d'en gagner 2 fois, ce qui était très cool. Le concours de Boulogne, pour ceux que ça intéresse. Donc je commence à rencontrer plein d'éditeurs. J'arrive à signer 3-4 jeux. Donc j'ai 3-4 jeux qui ont été édités vers 2015. Pendant ce temps-là, je gérais tout ce qui était communication et contact éditeur avec au Festival Jeux et compagnie. Et l'opportunité s'est faite en 2015. Blue Orange cherchait à recruter au niveau de la communication. C'est Nico qui m'a trouvé l'annonce. Ah ouais? Ouais. Un pote géographe du groupe qui, là où il bossait, il avait une revue de presse et il voit un article, la petite société qui monte à Pont-à-Mousson et qui cherche à recruter. Et il me dit, tiens, Mageek, qu'est-ce que t'en penses? Mageek, c'est mon surnom dans ce groupe-là. Alors je suis loin d'être le seul geek, je pense que lui, il est plus que moi. Mais ça, c'est une autre affaire.
Et bref, je connaissais déjà Timothée parce qu'il venait au Festival Jeux et compagnie. Ça match, je deviens responsable communication événementielle. On est 7 au moment où j'arrive. Là maintenant, on est une trentaine. Donc c'est allé vite. Et 2-3 ans après, j'ai switché en interne pour passer à l'éditorial parce qu'il y avait un gros besoin d'améliorer la qualité des productions. Voilà, c'était long et j'ai parlé beaucoup encore. Non, c'était très bien. Je m'en vais. Je laisse vite. Il y en a quelques-uns qui vont être contents que je parte. Et je laisse Blandine enchaîner. Donc moi, j'ai préparé quelque chose. Un quiz. Non, même pas. Bah, je m'en vais alors. Parce que j'ai pas pu présenter Mathieu parce que du coup, Adrien a voulu arriver en premier et tout. Mais bon, comme toute bonne chose, ça arrive toujours à la fin. Le Le meilleur pour la fin. dessert, voilà, c'est comme ça. Donc moi, je me suis dit, oh my god, je vais... Oh elle fait des blagues. Attention, t'es pas prêt. Je me suis dit, oh my god, je vais recevoir Mathieu Lanvin. Oui. Pour un panic dinner. Et c'était pas facile du tout de pouvoir présenter quelque chose comme ça. Et je me suis dit, comment faire, comment réfléchir pour une entrée quand même aussi haute que ce que tu as fait à Cannes. Impossible. Et je me suis dit, on va l'accueillir dans notre néoville, notre planète Meepleland. Bref, on arrête le sprint des mots malins. Présente-nous Bubble Story qui a gagné l'Asdor. Bravo, franchement, Merci. était bien. J'ai galéré, hein. Franchement, J'ai tout donné. Et je suis sûre que vu qu'ils ne connaissent pas les jeux, ils n'ont rien pigé. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai fait le décompte au fur et à mesure, donc vous pouvez checker normalement. Très bien. Tu vois, j'essaie. Je ne Franchement, pourrais jamais égaler j'apprécie le beaucoup. maître, Donc, mais je me suis dit pense que c'est toi qui aurais dû commencer plutôt qu'Adrien. Tu vois? Non, mais Parce à chaque fois, je me Il y a eu un effort. Et là, il a juste pris la lumière en premier, tu vois. C'est ça. Non, mais du coup, nos follow sont habitués. Ils savent que j'essaye toujours d'accueillir comme il faut nos invités. C'était Il y a sur l'autre Fayot qui dit quelle entrée. Et je me mets un petit peu à la hauteur de nos invités. Et vraiment. C'était très bien écrit. Merci. Bravo. Je te demande. Et du coup, la question, c'était Bubble Stories. Bubble Story, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, J'ai on n'a pas pensé à parlé prendre de une jeu. boîte. Bah ouais, mais sur le replay, on mettra un petit Yeah. truc et tout. On parlait de Bubble Story qui a remporté. Oui, Bubble Stories, du coup, qui a remporté l'As d'Or Enfant 2022. Donc, c'est le prix du meilleur jeu de l'année enfant en France en 2022. Du coup, vous allez vous habituer un As d'Or chacun. Ça fait 3 fois en 4 ans qu'on remporte ce prix. C'est beaucoup trop cool parce que c'est quand même un truc exceptionnel normalement. Et donc, on était super heureux, super ravis. D'autant plus que celui-là, on a bien charbonné en interne pour le développer. Parce qu'il est simple de faire compliqué, mais il est compliqué de faire simple. Et pour le coup, Bubble Stories, on s'adresse à un jeu pour les enfants, coopératif, à partir de 4 ans. On va être dans du jeu narratif avec le principe de 3 petits scénarios. Un scénario fait à peu près une vingtaine de cartes. On va avoir une carte de départ et on va avoir une carte objectif. Donc en fait, toutes les autres cartes vont venir de dos et sur le dos, il y a quoi? Des bulles. Forcément, parce que c'est Bubble Stories. En fait, on va retourner la première carte de départ. Ça va nous montrer un paysage. Par exemple, le tutoriel, on commence dans notre chambre. On sait qu'il faut notre cartable et notre doudou pour partir à l'école. Eh ben, on est dans la chambre, il y a une bulle au niveau de la porte, une bulle au niveau du lit. On va se dire, où est-ce que je pourrais trouver mon doudou et mon cartable? Donc on va se dire, peut-être que si j'allais sur la bulle du lit, donc je cherche le dos de carte avec la bulle du lit, et je la retourne, j'ai trouvé mon doudou, c'est cool, il n'y a plus qu'à trouver mon cartable. Et je peux aller à l'école après. Voilà, et je peux sortir de la chambre en prenant la porte, je descends l'escalier, et là j'ai le choix entre mes parents qui m'attendent, et il y a des dessins animés à la télé. Pour aller à l'école? Pour aller à l'école. Du coup, j'ai envie de regarder le dessin animé. Donc là, on arrive sur la carte dessin animé, hop, on la retourne, c'est un bord rouge, c'est une carte impasse. On ne perd pas Bubble Stories, mais on va plus ou moins bien réussir en fonction du nombre de cartes rouges qu'on a récupérées. D'accord. Donc il ne fallait pas aller voir les dessins animés, il fallait aller voir ses parents, et hop, on retourne la carte des parents, et on voit qu'ils avaient le cartable. On a le cartable doudou, on peut retourner la carte objectif finale, fin de l'histoire, on part à l'école. Et le premier scénario, c'est un cache-cache dans l'école. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un jeu narratif pour les enfants qui n'ait pas besoin de savoir lire. C'est un peu une introduction à tous les jeux narratifs, escape game et compagnie, mais sans avoir la compétence lecture. L'enfant peut jouer en autonomie.
ce qui est un truc très puissant. Et on l'a vraiment observé, notamment mon chef, sa fille qui doit avoir 4-5 ans, en fait, le matin, elle se levait, elle prenait sa boîte, elle sortait, elle jouait toute seule. D'accord. Et il n'y a pas de problème de... Alors pour un adulte, la rejouabilité, on se dit, ouais, c'est bon, une fois que j'ai fait le truc, c'est... Mais les enfants, l'histoire du soir, ils la On en répètent connaît quelque inlassablement. Donc en fait, Il n'y a pas que l'histoire du soir, hein, oui, tout. Hein, globalement. les musiques à la con, Tout les marche. jeux, tu sais, le Monopoly, là, C'est ça. t'en peux plus, La on va le brûler. répétition. La répétition, les enfants, ils n'ont aucun problème. Les adultes, parce qu'en fait, le reproche qu'on a souvent fait sur Bubble Story, c'est ouais, mais c'est la rejouabilité, c'est pas fou, tout ça. En fait, il faut vraiment le voir avec le regard d'enfant. Il va prendre plaisir à reverbaliser toute son histoire, à tenter d'autres cheminements, à essayer de se rappeler aussi, ah non, lui, il était à tel endroit, et du coup, il ne faut pas que j'aille à tel endroit pour essayer de refaire le moins de cartes rouges possible. Et puis après, on reste sur quand même, c'est un petit format de boîte à 10 €. Il y a un tutoriel et 3 scénarios de 20 cartes dedans. Ça va aussi. C'est pas Oui, pour le tarif, ça ça reste se passe très abordable. bien. Et on est en train de on va développer toute une gamme. Il y a le deuxième plus orienté sur les vacances qui va sortir cet été. D'accord. Et on en prépare un troisième plus sur les contes. Enfin voilà, il va vraiment y avoir toute une gamme pour accompagner. Et est-ce que oui, après tu pourras faire une sélection, et même si tu n'as pas joué au premier, tu pourras. Ah oui, c'est complètement forcément, indépendant. c'est Les scénarios se prennent. Ça va rester du même niveau parce que le public cible, il est sur du 3-4 à 6 ans. En fait, on considère qu'à partir de 6-7 ans, la petite histoire de 20 cartes sans texte, voilà, il y a des choses plus intéressantes après. Mais nous, voilà, notre cœur de cible, il est là. Et on va rester sur cette difficulté-là sur toute la gamme. C'est pas le but de faire un Bubble Stories gamer dans 10 ans. Tu vois, c'est pas du tout l'objectif. Là, la rejouabilité serait compliquée. Un scénario de 200 pages. Et même pour vous, ce serait beaucoup plus long. Oui, en termes de développement, il faut penser aussi à tous les embranchements parce que, l'air de rien, il faut anticiper sur le game design. Ok, alors l'enfant, il doit faire ça. Où est-ce qu'il faut l'emmener? Si c'est des choses très linéaires, c'est simple. Mais il y a des conditions, par exemple pour atteindre tel lieu, il faut qu'il ait récupéré tel objet. Si on le met sur son cheminement, c'est facile. Si on le met vers un autre cheminement, récupérer un objet en A pour débloquer en B, ça ne va pas du tout avoir la même difficulté de jeu pour l'enfant. Et du coup, en jeu, on parle de Bubble Story parce que du coup, il vient de gagner l'As d'or. Ouais. Vos jeux phares du moment, on a entendu King Domino tout à l'heure. Ouais, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. King Domino Origins, le dernier est sorti l'année dernière. Effectivement, c'est toute une gamme. King Domino, le premier. Il y a eu du duel aussi, non? C'est ça, il y a eu un peu tout. En 2016, on a sorti King Domino, qui est un jeu plutôt familial, qui joue en 15 minutes, où on fait son royaume, on essaie de faire un maximum de points avec des dominos qu'on va positionner pour faire des territoires. La gamme s'est développée d'année en année avec une extension pour jouer à 5 et pour varier les objectifs. Un jeu plus expert, Queen Domino, où on va en plus avoir de la gestion de ressources, d'argent, de la création de bâtiments, plus de façons de scorer. On a eu le King Domino Duel, qui est un roll and write. Donc tu dis bien. Un roll and write. Un quoi? Un roll and write. Donc on jette les dés et on écrit sur sa feuille pour essayer de faire un maximum de points. Il y a ensuite eu Dragomino, qui est du coup la version enfant. Qui a gagné aussi. Qui a gagné l'As d'or enfant l'année dernière, et aussi le Kinderspiel des Jahres, qui est l'équivalent. Monsieur. Le doublé. Donc le Spiel des Jahres, c'est le jeu de l'année en Allemagne. C'est l'équivalent de l'Oscar dans le milieu du jeu de société, parce que c'est le gros marché de référence, le marché mature, où on a tous les salons pro sont en Allemagne. Donc c'est vraiment le plus gros impact, c'est ce prix-là. D'ailleurs, King Domino l'a eu. Ça a triplé les ventes du jour au lendemain. D'accord. Littéralement. Ça a plus d'impact que l'As d'or, même si l'As d'or a quand même un impact. Oui, c'est ça. Et ça a un rayonnement vraiment international aussi. Donc Dragomino gagne l'As d'or enfant et le Kinderspiel des Jahres. Et effectivement, l'année dernière, on a sorti King Domino Origins, qui est un stand-alone. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la boîte de King Domino pour jouer avec. Et qui va avoir un niveau de difficulté croissant entre King Domino et Queen Domino. Donc vraiment, on n'est plus sur le même thème, on n'est plus sur du médiéval. Tes d'autres boîtes sont toujours à l'envers. C'est une catastrophe.
Oh, le fasciste. Parce que regarde, là, t'as envie d'expliquer le truc. Ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Et après, ça se prétend carré sur les rangements. Ok, bravo. Donc, on est King Domino au thème, c'est la préhistoire. On n'essaye plus d'avoir des couronnes, on essaye d'avoir des feux de camp. Mais sur le même principe de scoring. Et les volcans qui vont projeter des feux pour... en fait, on va pouvoir poser nos multiplicateurs un peu où on veut. Et les super petits meeples de ressources avec des champignons, des poissons, des mammouths et des silex qui sont très agréables à manipuler. C'est vrai. Voilà. J'ai pu tester. Et du coup, bleu-orange. Oui, ce sont deux couleurs complémentaires. Je suis d'accord. C'est un peu étrange. Et pourquoi ce logo? Pourquoi ce logo et pourquoi ce nom? C'est le créateur Thierry Desnoilles qui a créé donc Blue Orange en 1999. Tu connais bien, hein? Ouais. T'as bien révisé. Ah, j'ai bossé à la com avant. Faut mieux connaître. Qui en fait aimait beaucoup le poème de Paul Éluard, Mhm. La terre est bleue comme une orange, et qui aimait bien Tintin aussi. Tintin et les oranges bleues. Ok. Donc ça faisait Ah double oui, ça combo. vient Il s'est loin. dit, hey, bam, ça me va, c'est bon, c'est le signe. Et du coup, il a fait une orange bleue. Et après, le Hot Games Cool Planet, c'était l'idée d'avoir des jeux cool. Les Hot Games ont vraiment le côté jeu de société contemporain. Donc, Hot Games Cool Planet, c'est la tagline. Faut que j'arrête avec les mots en anglais. Oui. La... Et en plus, à l'envers, Comment on dit en français? Oui. Voilà. Le petit slogan, non? Ouais, on peut dire slogan. Slogan, c'est bien aussi. Slogan, disons slogan. Donc, Hot Games Cool Planet, c'est le slogan de Blue Orange. Donc, des jeux contemporains très faciles à apprendre, vraiment dans l'air du temps. Et Cool Planet, à la fois dans le sens, on partage des moments, ça se passe bien, on est très à l'international. Et on essaie de faire... Alors, on ne fait pas du green washing, ou ni du green bashing. Dans le green bashing, c'est quand les gens ils nous critiquent, nous. Donc, on ne fait pas du Ça green... n'arrive jamais. Si. Si, parce qu'en fait, on fait des trucs pour compenser un peu nos activités. On reste une industrie, donc c'est sûr, on utilise des ressources, des matières premières, on utilise des transports de conteneurs, etc. Mais on bosse dans le monde entier, donc oui, alors qu'on produit nos jeux en Chine, ils sont dans des conteneurs, voilà. On vend nos jeux un peu partout dans le monde, c'est un business. À la base, on n'est pas une œuvre caritative humanitaire. Mais on essaye de C'est compenser compliqué. un peu tout ça, parce qu'on a conscience aussi de l'impact qu'on peut avoir en replantant des arbres. Donc on a un programme We Plant Trees, pour chaque arbre qui est utilisé pour produire un de nos jeux, on en replante 2. Où? En Amazonie. Chouette. Et nous, on aime bien le côté environnemental de base, mais on aime bien aussi les gens. Donc c'est bien aussi. Donc c'est pas juste on plante des arbres et puis on voit comment ça se passe. C'est via une association qui s'appelle Ishpingo qui fait de l'apprentissage aussi à l'agroforesterie. Donc ils forment les populations locales pour exploiter les arbres qui sont plantés. D'accord. Donc ils leur donnent un métier aussi de quoi vivre. Et puis on donne, dès qu'on peut, quand il y a un projet qui nous tient à cœur, on va donner à des œuvres caritatives, faire des dons de jeux, on bosse aussi avec Wings of the aussi. C'est vrai. Wings of the Ocean, qui fait beaucoup d'opérations de dépollution en France. Donc voilà, c'est des petites compensations qu'on essaye de faire parce que on a dans nos valeurs le Cool Planet. Donc voilà, et merci Mathieu Lanvin de chez Blue Orange, aka Magic. Trop cool. Tu peux dire salut les meeples. Salut les meeples. Salut les meeples. Salut les meeples. C'est quoi, Salut les attends, petits c'est potes. quoi Je connais pas. Salut les meeples. T'as un indice Ah, là, salut les copains. Non, Les regarde. musclés. Oui, voilà. Allez, salut Mais les j'étais meeples. trop jeune. Nous aussi. Merci Mathieu, merci tout le monde. Bisous. Salut.